suivante, j'ai été poussée sur le quai par le flot de ceux qui sortaient. Puis je suis remontée dans le wagon et je me suis rapprochée d'elle. Dans la lumière crue, elle paraissait plus vieille que sur le quai. Une cicatrice lui barrait la tempe gauche et une partie de la joue. Quel âge pouvait-elle avoir? Une 50aine d'années? Et quel âge sur les photos? 25 ans? Le regard était le même qu'à 25 ans. Clair, exprimant l'étonnement ou une crainte vague. Et il se durcissait brusquement. Par hasard, il s'est posé sur moi, mais elle ne me voyait pas. Elle a sorti de la poche de son manteau un poudrier qu'elle a ouvert. Elle a rapproché le miroir de son visage et elle passait le petit doigt de sa main gauche au coin de la paupière, comme pour chasser une poussière de son œil. Le métro prenait de la vitesse, il y a eu un chaos. Je me suis retenue à la barre métallique, mais elle n'a pas perdu l'équilibre. Elle restait impassible, à se regarder dans le poudrier. À Bastille, ils sont parvenus tant bien que mal à monter tous, et les portières se sont refermées avec difficulté. Elle avait eu le temps de ranger son poudrier avant que les autres affluent dans le wagon. À quelle station allait-elle descendre? La suivrait jusqu'au bout? Était-ce vraiment nécessaire? Il faudrait s'habituer à l'idée qu'elle habitait dans la même ville que moi. On m'avait dit qu'elle était morte, il y avait longtemps au Maroc, et je n'avais jamais essayé d'en savoir plus. Elle était morte au Maroc. L'une de ces phrases qui datent de l'enfance et dont on ne comprend pas tout à fait la signification. De ces phrases, seule leur sonorité vous reste dans la mémoire, comme certaines paroles de chansons qui me faisaient peur. Il était un petit navire. Elle était morte au Maroc. Sur mon acte de naissance était mentionnée la date de sa naissance à elle. 1917. Et à l'époque des photos, elle prétendait avoir 25 ans. Mais déjà, elle avait dû tricher sur son âge et falsifier ses papiers pour se rajeunir. Elle a relevé le col de son manteau comme si elle avait froid, dans ce wagon où l'on était pourtant les uns contre les autres. J'ai vu que la frange du col était complètement élimée. Depuis quand portait-elle ce manteau? Depuis l'époque des photos? Voilà pourquoi le jaune était terni. Nous arriverions au bout de la ligne, et là un bus nous mènerait jusqu'à une banlieue lointaine. C'était à ce moment-là que je l'aborderais. Après la gare de Lyon, il y avait moins de monde dans le wagon. De nouveau, son regard se posait sur moi. Mais c'était le regard que les voyageurs échangent machinalement entre eux. Vous souvenez-vous qu'on m'appelait la petite Bijou? Vous aussi, à l'époque, vous aviez pris un faux nom. Et même un faux prénom qui était Sonia. Maintenant, nous étions assises l'une en face de l'autre, sur les banquettes les plus proches des portières. J'avais essayé de vous retrouver dans l'annuaire, et même j'avais téléphoné aux 4 ou 5 personnes qui portaient votre vrai nom, mais elles n'avaient jamais entendu parler de vous. Je me disais qu'un jour, je devrais aller au Maroc. C'était le seul moyen de vérifier si vous étiez bien morte. Après Nation, le wagon était vide, mais elle, toujours assise en face de moi sur la banquette, les deux mains jointes et les manches du manteau grisâtre découvrant ses poignets. Des mains nues, sans la moindre bague, le moindre bracelet, des mains gercées. Sur les photos, elle portait des bracelets, des bagues, des bijoux massifs, comme il y en avait à l'époque. Mais aujourd'hui, plus rien. Elle avait fermé les yeux. Encore 3 stations, et ce serait la fin de la ligne. Le métro s'arrêterait à Château de Vincennes, et moi, je me lèverais le plus doucement possible, et je sortirais du wagon, la laissant endormie sur la banquette. Je monterais dans l'autre métro, direction Pont-de-Neuilly, comme je l'aurais fait si je n'avais pas remarqué ce manteau jaune tout à l'heure dans le couloir. La rame s'est arrêtée lentement à la station Béraud. Elle avait ouvert ses yeux qui reprenaient leur éclat dur. Elle a jeté un regard sur le quai, puis elle s'est levée. Je la suivais de nouveau le long du couloir, mais maintenant nous étions seuls. Alors j'ai remarqué qu'elle portait ses chaussons en tricot, en forme de soquette, que l'on appelait poncho, et cela accentuait sa démarche d'ancienne danseuse. Une avenue large, bordée d'immeubles, à la lisière de Vincennes et de Saint-Mandé. La nuit tombait. Elle a traversé l'avenue et elle est entrée dans une cabine téléphonique. J'ai laissé s'allumer et s'éteindre quelques feux rouges et j'ai traversé à mon tour.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.